Bienvenue sur CSE Super Héros, le podcast qui donne la parole aux élus CSE et met en lumière leur expérience et leurs conseils pour vous, sans filtre. Tu as eu à faire du chèque vacances et notamment du ANCV Connect dématérialisé. C'est quoi ton retour d'expérience entre le chèque ANCV papier traditionnel, le chèque Connect, si d'autres personnes écoutent le podcast et doivent faire le choix? Je suis Alissa, cofondatrice de HappyPal, la plateforme pour un CSE vivant toute l'année et reconnu pour son impact. D'ailleurs, je pense que ça intéressera beaucoup de monde, ces contraintes multisites et comment vous les gérez, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises et de CSE qui sont dans ce même cas. Donc, tu as parlé tout à l'heure de représentants de proximité. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la manière dont vous communiquez, dont vous entretenez cette proximité, notamment pour gérer les retours, les remarques ou les attentes des salariés? Effectivement, on a des représentants de proximité. Donc on en a 12 régions, on en a 12 plus 2 dans les Drômes, on en a. CSE Super Héros, c'est plus qu'un podcast. C'est une communauté accessible gratuitement en ligne pour tous les élus CSE pour leur permettre de s'entraider, mais aussi de négocier ensemble des tarifs de groupe sur les prestations importantes, événementielles, comptabilité, assistance juridique, etc. J'espère que cet épisode vous aidera à faire avancer votre CSE. Bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de CSE Super Héros. On accueille aujourd'hui Gabriel du CSE Acto, donc Gabriel qui est secrétaire adjoint du CSE Acto et délégué syndical aussi chez Acto. Merci d'avoir pris le temps de venir au micro de CSE Super Héros pour partager ton expérience. De rien, merci de m'accueillir. C'est toujours agréable d'échanger avec HappyPal dans ce partenariat depuis 2020. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui vont visionner le podcast déjà en quelques mots? Ok. Moi, c'est Gabriel, j'ai 37 ans. Je travaille dans le secteur de la formation professionnelle. Donc, je suis arrivé dans ce secteur en 2016 au contrôle. Je suis contrôleur qualité. L'entreprise, c'était Fafi. On était dans le secteur hôtellerie-restauration. Et on a évolué avec la réforme de la formation professionnelle en 2020 pour devenir une nouvelle société qui s'appelle Acto. On a la fusion de 5 anciennes entités. Et je suis représentant au CSE dans cette nouvelle entreprise depuis 2020. Depuis 2020, top. Et qu'est-ce qui t'a motivé, justement? Alors, je suis arrivé un peu par hasard, parce qu'en fait, j'ai toujours eu une appétence particulière pour les CE, anciennement CE, IRP. Soit direct, soit indirect. Direct dans le sens où, quand j'étais dans l'ancienne entreprise, je m'intéressais vachement aux PV de CSE, qui sont assez longs parfois. Je me rapprochais vachement des élus, anciennement IRP, de cette structure. Et indirect, parce que depuis tout petit, j'ai toujours eu l'intérêt de la défense des salariés et des actions sociales dans certaines entreprises. Quand tu dis depuis tout petit, c'est quoi les anecdotes, par exemple? Soit des voyages par un comité d'entreprise de quelqu'un de ta mon famille? Environnement, par une grosse entreprise, par exemple, comme Air France, ou des actions sociales dans des entreprises comme EDF ou GRDF, etc. Donc, je sais qu'ils ont un gros budget parce qu'ils sont beaucoup de salariés. Donc, j'ai trouvé qu'ils faisaient des choses sympas pour les salariés. Ok, donc c'est le fait d'en avoir bénéficié aussi par le passé qui t'a projeté. Notamment sur cette vocation des ASC. Peut-être en quelques phrases, Gabriel, sur Acto, l'entreprise Acto et le CSE d'Acto. Comment ça se structure? Qu'est-ce que ça a de spécifique? Donc Acto, on est un opérateur de compétences dans la formation professionnelle. Donc on a été créé suite à la réforme de la formation professionnelle en 2020. Donc c'est une fusion de 5 anciennes entités. On est actuellement 1100 collaborateurs. Donc on est répartis sur toute la France et dans les Drômes. On a un site à La Réunion, un site à Mayotte, un site en Martinique, un site en Guadeloupe, un site en Guyane. Donc on finance la formation professionnelle de 27 branches d'activité, notre secteur. Le comité d'entreprise, nous actuellement, on est 34 élus, répartis sur toute la France globalement. On a 12 représentants de proximité ainsi que 2 représentants de proximité dans les Drômes. Au niveau du CSE, comment on est organisé? Donc on a un bureau, on est 4 personnes, donc il y a un secrétaire adjoint, un trésorier adjoint. On a une CSSCT composée de 7 personnes qui sont très actives pour les collaborateurs. Commission sécurité santé au travail, du coup? Exactement. On a une commission des actions sociales qui est composée d'environ 8-9 personnes.
Et ensuite, on a les commissions classiques, c'est-à-dire commission logement, commission égalité professionnelle, commission formation et commission économique qui permettent d'accompagner les salariés sur ces différentes thématiques. Et aujourd'hui, avec le recul du coup de 5 ans en tant qu'élu, qu'est-ce que ça t'apporte ce rôle Comment t'as changé par rapport à ça? Je trouve qu'on est beaucoup plus à l'écoute des salariés. On essaye de se mettre à leur place dans leurs problématiques du quotidien. On essaye de les défendre, on va dire, du mieux possible et de les accompagner soit dans leurs conditions de travail, soit par des moments plus conviviaux comme les actions sociales pour essayer d'être un partenaire dans leur milieu professionnel. Comment le CSE Acto s'y prend pour aller au contact et pour écouter les salariés? Donc nous, on est une entreprise, on est sur toute la France et dans les DROM, donc on a beaucoup de sites. Donc on n'a pas forcément des élus sur tous les sites, mais actuellement on est 35 élus répartis globalement 10 en région parisienne et le reste en province et dans les DROM. Et on s'appuie aussi sur des représentants de proximité, donc on en a un par région et 2 pour les DROM. Donc un côté Guadeloupe, Martinique, Guyane et un autre Réunion, Mayotte. On essaye, soit quand on se déplace en région, un membre soit du CSE, soit d'une des commissions, par exemple la commission CSSCT, de réunir les équipes quand on se déplace sur leur site, d'échanger, de nous faire connaître. Sur les PV de CSE, on indique n'hésitez pas à nous contacter via les boîtes mail du CSE ou via les différents canaux qui puissent exister. Maintenant, c'est plus dur que si on a été monosite, c'est sûr et certain. Mais je trouve qu'on arrive quand même à toucher l'ensemble des collaborateurs. On aimerait faire plus, mais je trouve que c'est déjà pas mal ce qu'on fait. Donc ça, c'est la grosse spécificité et la grosse difficulté de votre CSE, c'est ce côté multisite. Exactement. Que ce soit pour déjà voir les salariés, échanger avec eux, ou soit dans la mise en place, par exemple, des actions sociales, où forcément, quand on met en place une action sociale, il faut qu'on puisse essayer de toucher un maximum de monde, sans en exclure d'autres, et en prenant en compte les spécificités des uns et des autres. Mais c'est pas forcément évident, et on essaye de faire un mélange pour que ça puisse convenir à l'ensemble des collaborateurs. Alors justement, comment vous faites pour construire votre programme davantage en tenant compte de cet enjeu-là de dispersion géographique, de multiplicité des profils qui bénéficient? Nous, généralement, le programme sur les actions sociales, il est voté en début d'année dans un CSE extraordinaire. Donc en général, il se décompose de plusieurs volets. Il y aura un volet pouvoir d'achat, un volet vacances, voyages, loisirs, un volet jeux d'hiver, qui peut aller du calendrier de l'Avent à des jeux concours ou autres. On a un volet goodies. Souvent, on fait un goodies en fin d'année pour les salariés. Et un volet social, on va dire, pour aider les salariés dans un moment plus particulier ou pour soutenir un salarié dans un moment plus pénible. D'accord. Donc, en fait, il y a trois grandes thématiques. Le pouvoir d'achat, le côté cohésion. Tu parlais de voyage et de jeu, ça va tous les deux dans le même sens de cette cohésion du collectif. Et un volet de solidarité avec ce que tu as appelé le volet social. Donc prêter ou faire des dons à des salariés qui sont dans des situations très difficiles. C'est aussi le rôle du CSE de porter cette solidarité. Donc c'est super d'avoir intégré ça. Et par rapport donc à cette construction-là, si on rentre dans le détail maintenant, par exemple, quand tu dis pouvoir d'achat, ça peut couvrir beaucoup de choses. Comment vous avez déterminé exactement ce que vous subventionnez, notamment, ou ce que vous mettez en avant? Et déjà, le pouvoir d'achat, nous, on le décompose en plusieurs thématiques. Donc, la grande thématique qui touche... On a estimé qu'on devait toucher tous les salariés, mais pas forcément tous les salariés de la même manière. Donc, il y a une partie qui est commune à tous les salariés, c'est-à-dire, nous, on appelle ça le catalogue chèque, mais c'est un chèque Noël qu'on donne à Noël à l'ensemble des collaborateurs qui sont au sein de la structure au moment du versement. C'est quand même l'incontournable, le chèque cadeau de Noël chez le CSE. Ensuite, on a une partie où on veut contribuer aussi en donnant un cadeau aux enfants des salariés. Donc, on le fait sous forme de également cagnotte.
On donne une cagnotte par enfant dans la limite de 16 ans révolus. Et ensuite, on veut aussi participer aux événements, on va dire, heureux des salariés, événements familiaux, donc qui peut aller du mariage au Pacs, à la naissance. Et dans quel cas, on contribue également par une subvention spécifique pour certains types d'événements. Ok. Donc ça, c'est le volet pouvoir d'achat plutôt. Exactement. Après, sur le volet voyage, vacances, alors nous, on organise des voyages depuis 2020. Alors moi, historiquement, je viens d'une entreprise où j'étais pas élu et on faisait pas de voyage, donc j'étais pas très enclin au voyage. J'étais plutôt habitué aux classiques chèques vacances que beaucoup de salariés connaissent. Donc pour partir de son côté, avec sa propre famille, mais pas forcément de voyage de groupe organisé. Exactement. Ok. Et puis je voyais pas non plus peut-être l'intérêt, en tout cas à cette époque-là. Au bout d'1 an, j'ai vite changé d'avis selon les retours des salariés. Et puis j'ai vu aussi que certains salariés appréciaient beaucoup ce type d'avantages. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Qu'est-ce que tu as réalisé en fait là-dessus? En fait, avec le retour de certains collaborateurs qui disaient par exemple, grâce à vous, j'ai pu aller en vacances. Donc c'est vrai que c'était, par exemple, cette notion sociale, je la voyais pas forcément ou je la voyais pas si forte. Et donc c'est vrai qu'on a des retours de salariés qui disent sans le CSE, j'aurais pas pu partir en vacances ou j'aurais pas jamais pu partir au ski. C'est vrai que ça fait plaisir. Parce que quand on monte des actions sociales, il n'y a pas forcément que du plaisir. Il y a beaucoup de contraintes techniques, matérielles, budgétaires des fois. Et d'avoir quand même les retours des collaborateurs qui sont très satisfaits, ça donne envie de continuer. D'accord, ok. Donc on fait des voyages. Donc les voyages, généralement, on était plutôt historiquement sur des longs courriers. Donc voilà, pour participer à des voyages loin et pour s'associer à un voyage où le collaborateur, pour aider les collaborateurs à partir loin, soit loin en vacances, soit certains n'ont pas forcément l'appétence d'organiser un voyage, un road trip, on va dire, tout seul. Et aussi, le but, c'est de partir, pas forcément avec son collègue, mais d'avoir une cohésion d'entreprise et de se dire, grâce à l'entreprise, on a pu aller là, et ça, je trouve ça... Créer du lien dans l'entreprise, grâce à ça. Et quand tu dis des voyages lointains ou des road trips, c'est le côté voyage d'une vie, quoi. Voilà, exactement. Par exemple, en 2023, on a fait un voyage en République dominicaine et on a eu des retours comme quoi des salariés nous disaient c'est la première fois que je vais en vacances hors de France. Et c'est vrai, des fois, on ne s'en rend pas compte quand on n'organise pas l'action sociale, mais une fois qu'on l'organise et qu'on entend ça, on est quand même très satisfait de l'avoir mis en place et d'avoir permis à des collaborateurs qui, généralement, soit n'y vont pas par peur ou méconnaissance, ou peut-être organiser un voyage, c'est peut-être compliqué pour certains. Et de pouvoir les aider et les accompagner, c'est très satisfaisant. C'est hyper intéressant parce que j'avais déjà entendu beaucoup d'élus dire voilà, c'est vrai que le voyage de groupe, c'est important pour le collectif. Mais toi, ce que tu es en train de dire, c'est que selon les milieux sociaux, c'est même parfois, ça peut paraître inaccessible de faire un grand voyage, un long voyage pour une certaine partie des salariés et leur faciliter ça en l'organisant ou même en donnant la possibilité, c'est déjà une action en fait sociale en tant que telle. Exactement. Alors effectivement, il y a le côté financier où effectivement nous, selon certains critères qu'on met en place par les élus, on va subventionner une partie du voyage. Donc déjà, effectivement, c'est intéressant pour le salarié qui n'a pas forcément, on va dire, le même pouvoir d'achat que de partir seul. Tu as carrément donné l'idée, presque l'autorisation, à des gens pour qui ça ne fait pas partie des pratiques. Parce que socialement, il y a des gens pour qui c'est naturel. Voilà, tous les 3 mois, on part en vacances. Et toi, tu disais, moi, je suis un aficionado, je pars tout le temps en vacances. Et tu as des gens, si déjà dans leur éducation, dans leur milieu, autour d'eux, ça part pas à Punta Cana, finalement, le fait que le CSE les engraine là-dedans, tu vois. Donc, je répète. Et ensuite, peut-être que certains étaient habitués ou avaient des habitudes de partir en vacances à tel ou tel endroit. Et le fait de leur montrer par notre communication ou par les catalogues, on peut très bien aller ailleurs. Ils se font peut-être embarquer par le CSE et du coup ils disent ils en parlent à leur famille. Ça serait peut-être intéressant qu'on essaye d'aller là cette année. Ils s'inscrivent, ils sont tirés au sort ou pas
selon le niveau d'inscription. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai jamais eu un insatisfait des voyages. On a toujours des fois quelques petites problématiques qui peuvent arriver sur des voyages, des gens qui tombent malades ou etc., ou un rapatriement. C'est toujours les contraintes, mais les gens sont toujours satisfaits d'avoir participé. Ils sont même contents parce qu'après, l'année d'après, souvent quand on part, on n'est plus prioritaire pour partir. Donc il y a moins de chances d'être retenu. Et les gens disent j'espère que je vais être retenu, parce qu'ils sont finalement, les gens ils sont contents et ils en redemandent. Alors nous on aimerait bien en faire plus. Malheureusement notre budget il est contraint également. Donc on essaye de faire plus avec le budget qu'on a et toujours en offrant un minimum de garantie. On ne veut pas faire des voyages low cost pour dire on fait un voyage. On préfère pas faire de voyage, s'abstenir et faire des voyages. Des prestations de qualité. De qualité que les gens disent ah ouais, partir avec le CSE, ça vaut le coup. Ok, super. Donc en fait, quelque part, vous ouvrez la possibilité financièrement parce qu'il y a la subvention, mais même ce que tu dis, c'est ouvrir la possibilité tout court en donnant les bonnes idées de voyage, les bons concepts de qualité, ou peut-être c'est des voyages que certains salariés, en tout cas, n'ont pas du tout l'habitude de faire dans leur cadre personnel. Exactement. Par exemple, l'année dernière aussi, on a fait un sondage dans lequel on a demandé l'avis des salariés. Il était un peu long, mais beaucoup de salariés ont répondu. En fait, pour voir, nous aussi, les attentes, si ce qu'on met en place ou ce qu'on a mis en place jusqu'à aujourd'hui, si on était dans la bonne direction de ce que les salariés attendaient ou pas. Globalement, le sondage a indiqué qu'on était dans la bonne direction. On a eu d'autres propositions des salariés qu'on essaye ou pas de mettre en place selon le budget, parce qu'effectivement, des fois, les salariés, ils indiquent on aimerait bien aller à tel endroit, mais nous, on n'a pas forcément le budget pour. Par exemple, qu'est-ce que tu as eu comme demande exotique ? J'ai eu beaucoup de Japon. Ok. Forcément, nous, on peut proposer le Japon, notre prestataire peut proposer le Japon, mais ça va avoir une nette incidence sur le budget total et sur la part subvention CSE, sur le nombre de personnes, de salariés qu'on pourra envoyer. Et malheureusement, au jour d'aujourd'hui, pour l'instant, on réfléchit, on essaye de trouver une solution, mais je sais que c'est un voyage très demandé, le Japon. Alors, parce que c'est déjà peut-être compliqué, les gens se disent le Japon, c'est loin, comment je vais m'organiser, etc. Mais on y réfléchit, on espère un jour le proposer à nos salariés. Mais des fois, il y a des contraintes budgétaires qu'on est obligé de prendre en compte et se dire, si on peut proposer le Japon, peut-être qu'on proposera la Thaïlande ou le Vietnam ou quelque chose en Asie ou en Afrique ou ailleurs pour les faire voyager, dépayser. Mais on a eu cette demande, par exemple. Ou des gens qui me disent, le voyage, c'est bien, on aimerait bien le voyage plus des chèques vacances. Sauf que nous, malheureusement, c'est soit on fait des voyages, soit on fait des chèques vacances. Parce que nous, on est, je ne sais pas si je l'ai dit au début du podcast, mais on est 1100 collaborateurs. Donc, si on fait des chèques vacances, ça touche 1100 collaborateurs. Donc, ça va prendre une part importante de notre budget, des actions sociales. Donc, après, c'est des choix que les élus font et on essaye de suivre ces choix. Donc, aujourd'hui, vous distribuez pas du tout de chèques vacances ou alors c'est le salarié qui doit choisir Non, aujourd'hui, on distribue pas de chèques. Par exemple, en fait, on a déjà distribué des chèques vacances. Mais cette année, par exemple, on n'a pas fait de chèque vacances. Alors, par le passé, on a déjà fait des chèques vacances, soit en version physique, soit en version dématérialisée. On l'a fait notamment en version physique. On l'a dû faire l'année du Covid où on n'a pas trop d'organisé de voyage parce que c'était compliqué de s'engager. On était dans une période d'incertitude, même si les salariés étaient très demandeurs. Les salariés étaient très demandeurs pour dépayser, mais c'était très compliqué d'organiser. On a fait aussi du chèque vacances Connect, notamment sur une année où on a fait du voyage. Le chèque vacances Connect, c'est la version dématérialisée. Oui, pardon. On a fait aussi, dans une année où on a fait des voyages, mais on a eu cette année-là une enveloppe supplémentaire, on va dire, de la part de la direction. Donc en fonction du budget, vous faites ou pas les deux. Exactement. Et alors justement, les fois où tu as eu à faire du chèque vacances, c'est notamment du ANCV Connect dématérialisé. C'est quoi ton retour d'expérience entre le chèque ANCV papier traditionnel, le chèque Connect, si d'autres personnes écoutent le podcast et doivent faire le choix? Alors il y a sur le chèque ANCV Connect, j'ai eu beaucoup de retours des salariés. C'est pas forcément négatif, mais c'est qu'ils ont l'habitude d'avoir un chèque ANCV papier. Et pour changer les habitudes, c'est très compliqué. Les gens, quand ils sont habitués à quelque chose, ils aiment bien avoir la même chose.
Donc, j'ai eu des retours négatifs dans le sens où ils disaient c'est compliqué pour activer son compte parce qu'il faut une double authentification, il faut une France Connect, c'est un peu plus dur. C'est comme c'est sécurisé, c'est plus dur à créer son compte. Pour dépenser, il faut obligatoirement passer par le smartphone. Les entreprises qui acceptent la NCV Connect sont plus réduites que du NCV papier. Donc j'ai eu cette difficulté. Après, en tant qu'administrateur, c'est beaucoup plus facile à mettre en place. Il n'y a pas de distribution. Nous, dans notre cas, on avait à l'époque 55 sites plus les DROM. Donc pour distribuer des chèques vacances papier, c'était très, très compliqué, chronophage, des erreurs, des gens qui n'allaient pas forcément récupérer leur carnet à la poste, du SAV physique à gérer. C'était très, très compliqué. Donc, les gens aussi, alors ils peuvent transformer leur NCV Connect en NCV papier, mais après, c'est à eux de faire la démarche de manière personnelle. Donc, les salariés, ils aiment bien quand ils ont leur chèque papier et qu'ils n'ont pas eu de démarche à faire. Donc, ils doivent faire une démarche personnelle sur leur compte à NCV Connect pour transformer. Ça leur coûte, je ne sais plus, le prix d'un recommandé, j'imagine. Mais c'est le même prix que si nous, par exemple, on avait décidé cette année-là de dire on fait du ANCV papier. Et d'envoyer à domicile, du coup. Directement, ce coût, on l'aurait imputé. Donc, au lieu d'avoir, je sais plus combien ils ont eu, 70 ou 90, au lieu d'avoir 70, ils auraient eu moins les 10 € du recommandé, donc ils auraient eu 60. Et c'est vrai que quand on explique ça aux salariés, ils se disent non, si j'aurais eu 60, je préfère avoir 70 en connect et faire les démarches. Donc, il y a deux approches. Moi, c'est vrai que en tant que salarié, je vais te dire je préfère du papier. Mais en tant qu'élu, je vais te dire que je préfère du connect. Parce que le travail que ça donne, c'est énorme. C'est énorme et c'est très compliqué. La distribution physique, tu veux dire ? La distribution physique des carnets d'ANCV. Donc si c'était à refaire, tu repartirais sur du Je repartirais sur du connect. Après, je ne sais pas ce que les élus voteront. Peut-être ils voteront une distribution d'ANCV papier. Mais ça importe une organisation très, très compliquée. Parce qu'en plus, nous, on a du télétravail. Et puis vous êtes multisite, tu l'as dit tout à l'heure. Après, on a du télétravail. Les gens, ils sont habitués. Par exemple, je ne sais pas, certaines personnes dans leur organisation personnelle, peut-être, ils sont en télétravail le lundi, le mardi. Nous, si on décide de faire la distribution le mardi, il faut que la personne, elle change. Il faut si elle n'a pas envie de changer, nous, on n'est pas forcément sur le même site que cette personne. Donc moi, si je vais sur ce site le mardi, je ne serai pas là ni le mercredi, ni jeudi, ni vendredi. Donc c'est un peu compliqué. C'est pas évident. D'ailleurs, je pense que ça intéressera beaucoup de monde, ces contraintes multisites et comment vous les gérez, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises et de CSE qui sont dans ce même cas. Donc tu as parlé tout à l'heure de représentants de proximité. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la manière dont vous communiquez, dont vous entretenez cette proximité, notamment pour gérer les retours, les remarques ou les attentes des salariés ? Alors, effectivement, on a des représentants de proximité. Donc, on en a, je crois qu'il y a 12 régions, on en a 12, plus 2 dans les DROM, on en a. Donc, nous, on a... Alors, certains représentants de proximité sont élus, titulaires ou suppléants. D'autres ne sont pas du tout élus. Donc, on essaye d'embarquer tous ces représentants de proximité. On a des canaux de communication dans lesquels on les alimente parce qu'ils se réalisent soit en comité d'entreprise, soit au CSE, aux réunions de CSE, soit dans les différentes commissions. Des canaux, par exemple, sur Teams sur Teams ou WhatsApp, etc. Et donc, on a un espace d'échange dans lequel, si un représentant de proximité a une question dans sa région, il la remonte sur Teams. Un autre représentant de proximité ou un élu rebondit et lui dit tu devrais plutôt aller sur tel ou tel axe ou plutôt aller voir telle personne pour cette problématique, etc. Pareil pour les remontées. Par exemple, là, on a fait une opération sur des chèques, sur une cagnotte cinéma. Et du coup, on a eu les remontées par les représentants de proximité parce que sur les DROM, ils font pas trop de dématérialisé. Ils font beaucoup de tickets physiques. Nous, on peut pas faire les achats en amont. Donc, on a mis en place la même cagnotte, mais sur remboursement pour eux. Et donc, du coup, c'est via les représentants de proximité qu'on a
qu'on a pu identifier le problème et trouver une solution. Donc vous avez une super organisation finalement pour vous coordonner sur tous ceux qui sont répartis sur le territoire, remonter, redescendre l'information. On essaye, après il y a toujours des fois quelques trous dans la raquette, on essaye de ne pas trop en avoir, mais oui, généralement quand une problématique est connue par soit un élu, soit un représentant de proximité, généralement elle ne reste pas au fin fond du tiroir, elle remonte forcément. Et après, soit elle est traitée rapidement ou moins rapidement selon les retours des décideurs qu'on peut avoir. Mais oui. Donc, tu me disais, tu as le sondage qui te permet de collecter pas mal de retours à l'écrit. Et après, tu as les représentants de proximité où là, ça va plus être de l'interaction humaine. Exactement. Et qui vont pouvoir, eux, être soutenus par toute la communauté autour du CSE, administrateurs, on va dire CSE, notamment via vos canaux WhatsApp, Teams, pour donner les réponses, pour pousser les actualités, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous faites aussi pour mieux comprendre les salariés et surtout pour expliquer vos choix? Parce que j'imagine que c'est le nerf de la guerre, d'expliquer les choix en tant que CSE, les arbitrages budgétaires notamment. Après les choix, on ne fait pas forcément de réunions CSE à destination des salariés. Au quotidien, on discute tous les jours. Moi, je suis interpellé au quotidien par des salariés qui me disent « pourquoi le CSE, vous avez plutôt fait ça ou plutôt mis cette opération en place ?» Donc après, moi, je lui explique pourquoi les élus du CSE ont voté telle ou telle direction, dans quel critère, on va dire, ça peut être, quel contexte social ou financier, et pourquoi on l'a fait. Souvent, quand on leur explique, ils comprennent. Mais c'est vrai que s'ils lisent juste un PV ou juste, ils n'ont pas forcément l'explication de pourquoi le comité d'entreprise, par exemple, a rendu tel ou tel avis, alors que pour le salarié, ça pouvait lui sembler un bon projet, mais peut-être qu'il n'avait pas vu tous les aspects que nous, on a pu voir quand on rend un avis ou quand on fait appel à un expert, de se dire, oui, le projet sur le papier est bien, mais peut-être ça peut amener telle ou telle difficulté à telle personne ou à tel service. Et comment on répond à cette potentielle difficulté qui pourrait arriver ou qui va arriver. Donc en fait, vous restez disponible aussi individuellement, toi par exemple, les salariés qui te connaissent, qui t'ont identifié, exactement, pour expliquer vraiment en individuel, en interaction individuelle, le choix et que personne ne se sente lésé. Exactement. Alors chaque élu échange individuellement dans sa région ou dans son service ou sur le lieu de son site. Après, on a des boîtes mail. Alors, on a différentes boîtes mail. La boîte du CSE commune. Après, on a des boîtes un peu spécifiques pour le voyage, pour les ASC, pour tout ce qui est CSSCT, conditions de santé et de sécurité au travail. Et on a une boîte mail aussi sur les différents référents harcèlement au sein de l'entreprise. Ok, très clair. Donc, les mails, la proximité, les représentants de proximité et les sondages. Exactement. Pour continuer sur le multisite aussi, Gabriel, parce que pour le coup, je trouve que vous le gérez de manière remarquable chez Acto, et ça peut inspirer beaucoup de CSE qui sont dans les mêmes difficultés, parce que c'est vrai que ça rajoute quand même de la difficulté en tant que CSE, il faut le dire, d'avoir une organisation qui est multisite. Comment vous faites aujourd'hui pour que personne se sente lésé et pour qu'il y ait un maximum d'adhésion autour du CSE? Déjà, quand on organise des voyages, on essaye d'inclure un maximum de personnes, c'est-à-dire tout le monde peut s'inscrire. Effectivement, la plupart des voyages, alors en Europe c'est peut-être un peu moins le cas, mais la plupart des voyages long courrier, bien souvent l'aéroport de départ c'est Paris, donc déjà la première difficulté c'est que le salarié de province il doit monter à Paris. Donc on essaye de communiquer bien en amont le salarié qui s'inscrit et qui est retenu, la date et l'horaire du vol pour que lui il puisse s'organiser, soit de venir un petit peu avant ou soit de venir la veille. Pour les salariés par exemple dans les DROM, alors nous on fait une spécificité, c'est que nous quand on contracte avec un prestataire, bien évidemment souvent c'est des billets métropole lieu d'arrivée, donc on a négocié avec des prestataires qu'on a de ne pas prendre ce billet, et nous on indique aux collaborateurs par exemple qui peut être par exemple à La Réunion, et si on fait un voyage, je vais dire un exemple par exemple en Thaïlande, s'il lui trouve un vol et Réunion-Thaïlande, que ça lui évite de passer par Paris, et nous on prendra en charge une partie de son billet dans la limite de la subvention qu'on subventionne pour le salarié de métropole. Donc on essaye d'inclure tout le monde. Alors c'est vrai que c'est pas forcément évident, c'est un peu de la gymnastique intellectuelle, contractuelle.
Mais rien n'est interdit. On a déjà des salariés de Drôme qui sont partis, des salariés qui viennent de Bordeaux ou Marseille qui sont partis. On a fait une croisière aussi au départ de Marseille, donc là c'était plutôt l'inverse. Les salariés qui étaient dans cette région étaient plus près que des salariés qui se sont inscrits de Paris ou du Nord ou d'autres et qui sont descendus pour la croisière. Donc on est ouvert. Après, c'est vrai que malheureusement, sur les vols lointains, ça va être les gros aéroports, ça va être les grosses villes. Donc ceux qui sont dans les aéroports moins internationaux, ils vont devoir se déplacer. Par contre, on ne s'interdit pas. Si demain, j'ai un prestataire qui me dit j'ai un départ de Lyon. Après, nous, la contrainte aussi, c'est que les prestataires, nous, ils nous garantissent un prix à partir d'un certain volume. Et il faut qu'on soit sûr, par exemple, si on fait un départ de Lyon, Marseille, Bordeaux ou autre, qu'on ait cette capacité à contracter à autant de personnes. Et là, c'est plus compliqué quand on doit décider sur un devis, parce qu'une fois qu'on propose, on sort un catalogue et qu'on propose aux salariés, si l'offre elle marche pas, j'ai pas le temps de rebondir et proposer une nouvelle offre, parce que les prix sur lesquels je me suis engagé auprès du prestataire quand on a sorti le catalogue, ils ont bougé. Donc quand je lui dis finalement ce pays ça n'a pas marché, est-ce que tu peux me proposer autre chose, il va me dire là pour octobre c'est trop tard, en mois de juin les prix ils ont bougé, les prix des billets ils ont flambé, je peux te proposer mais à tel prix. Nous du coup ça rentre plus dans notre contrainte budgétaire, et c'est pour ça il faut essayer de pas se rater. C'est pas évident. On essaye de renouveler aussi les destinations pour pas avoir de la redondance. On propose jamais les mêmes destinations 2 années de suite, c'est très rare. Des fois, ça peut revenir une destination, mais au bout de 2, 3, 4 ans. Et c'est pas forcément le même prestataire, c'est pas forcément le même itinéraire, les mêmes villes, etc. Ok. Donc en fait, un gros travail quand même de mapping de tous les points de départ, de tous les cas pratiques, voilà, pour anticiper. On démarche. Là, actuellement, on tourne à 3-4 prestataires sur les voyages. Mais chaque année, comment on fait le voyage chaque année, en fin d'année, on regarde ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. On regarde qu'est-ce qu'on a déjà fait par le passé, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce que les salariés nous ont remonté dans le sondage, pour voir si on peut aussi répondre à une demande. On regarde avec les différents prestataires qu'est-ce qu'ils peuvent nous proposer pour regarder l'itinéraire, les dates, les prix, savoir s'ils sont en capacité de répondre. Par exemple, si je leur dis on veut par exemple Canada au mois de février 2027, est-ce qu'ils sont capables de me dire je peux répondre à ta demande ou pas du tout, et je dois aller chercher d'autres prestataires. On contacte d'autres prestataires pour essayer de les challenger, pour voir s'ils peuvent nous proposer des nouvelles destinations, des prix, etc. Et ensuite, en janvier-février, quand l'ensemble des élus, quand on vote le budget, et là, on demande aux élus, voilà, nous, on a une commission ASC, on est une dizaine là actuellement, on propose à l'ensemble des élus, voilà, pour l'instant, nous, on avait vu ça comme idée, telle destination, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, à chaque fois, c'est le vote des élus. C'est jamais le vote que de la commission ASC ou que d'une personne. C'est les 35 élus vont dire ok, pour le voyage long courrier, c'est des votes. S'il y a plus de votes, c'est les élus, ils ont choisi qu'on va aller au Brésil ou qu'on va aller en Argentine ou au Chili au détriment d'une autre destination. Et donc après, une fois qu'on a ça, après nous on met en place le voyage en contractant auprès des différents prestataires, et puis ensuite en faisant un catalogue à destination des salariés. Dans le cas où, quand on envoie un catalogue, il est assez complet. À chaque fois, il manque toujours quelque chose, mais il est assez complet. Donc, il y a toute la description du voyage, tout ce qui est compris, tout ce qui n'est pas compris, les assurances, tout le critère de sélection aussi. Parce que du coup, comme c'est très demandé, on ne peut pas malheureusement répondre à 100% des demandes. Donc, on a des critères de sélection sur lesquels les personnes sont prioritaires ou ne sont plus prioritaires, selon si elles ont déjà bénéficié ou non d'un voyage par le passé, par exemple. Ok, très clair. Donc en fait, sur les voyages, c'est une façon, le fait de faire des voyages lointains, tu parlais tout à l'heure d'expériences exceptionnelles, de quelque chose qui soit mémorable pour le salarié, accessible, mais c'est aussi, de ce que je comprends entre les lignes, une façon de mettre tout le monde au même pied d'égalité, de faire ces grands voyages où les gens se retrouvent, quel que soit leur point de départ. Donc toujours au cœur de cette problématique d'équité pour votre situation multisite.
Est-ce qu'il y a d'autres stratégies que vous avez mises en œuvre pour justement être équitable? Par exemple, sur la billetterie, j'imagine que les gens cherchent aussi des expériences locales autour d'eux, donc ceux qui sont sur le site Île-de-France, ceux qui sont sur le site à Lille. Comment vous faites pour gérer ça? C'est vrai que par exemple sur la billetterie, j'ai eu des remontées des salariés qui m'ont dit mais c'est dommage, l'offre elle est trop axée sur Paris. Et donc moi je leur réponds, en fait, nous on essaye de développer des billetteries locales. Donc on a des référencements de prestataires sur lesquels ils font par exemple des concerts, des théâtres plus localement, mais par contre tous ne travaillent pas de manière dématérialisée. Et nous, comme on est multisite, on peut pas avoir un seul bureau CSE qui collecte toutes les places en papier, en physique. Et il nous faut du dématérialisé pour pouvoir répondre à la demande. Et que si le salarié de Strasbourg, par exemple, il me dit j'ai besoin de ça, moi j'arrive à l'avoir et je lui envoie tout de suite. Et c'est la problématique. Alors on commence à développer pas mal de billetterie notamment. Là on a proposé des concerts. On propose souvent, ce qu'on va proposer aux salariés, c'est les très gros concerts, c'est-à-dire les concerts qui sont durs à obtenir, à avoir comme ticket, parce que nous, on trouve peu d'intérêt de proposer aux salariés un concert s'il va sur le site marchand du coin et que la place est disponible. Nous, ça va nous rajouter des contraintes et le salarié va pas avoir un intérêt particulier. Mais par contre, sur des concerts, là, par exemple, on a proposé Orelsan à Chambord. Sur une prévente, ils ont réussi à avoir des tickets, ils n'ont pas dû attendre la vente officielle, avoir le stress que le site ne bug pas, qu'au bout de 2 minutes, il n'y ait plus de place. Nous, on a fait la prévente, ils ont commandé, on leur a dit c'est bon, les places elles sont garanties, ils sont contents d'aller à l'événement. Et nous, ça nous fait du lien parce que aussi, là, c'était des places en fausse, mais quand c'est des places, par exemple, en assises, du coup, nous, le prestataire, nous regroupe les places. Et du coup, même si les salariés ne se connaissent pas forcément, ça fait comme si une mini-délégation de l'entreprise va à tel événement et participe à tel événement. Et du coup, ça crée aussi du lien sans forcément se connaître. Des fois, les salariés vont être à côté, ils ne savent pas qu'ils sont salariés. Mais peut-être qu'en échangeant, on va dire « Ah, t'es salarié d'Acto, moi je suis dans tel service ». Ça crée du lien, ça crée de l'échange, ça crée un système d'appartenance à l'entreprise et nous, on trouve que c'est bénéfique. Donc ça, c'est hors subvention pour le coup? Effectivement, on subventionne. Du coup, oui, notre particularité, c'est comme on est sur plus de 50 sites, on essaye que la subvention puisse toucher l'ensemble des collaborateurs. Donc quand on fait des événements comme ça, à l'heure d'aujourd'hui, les élus ont décidé de ne pas subventionner, donc on ne subventionne pas. C'est de l'achat-revente au prix d'achat. C'est un service aussi de l'avoir en prévente ou de l'avoir une fois que les places sont déjà épuisées dans le grand public. Exactement. Mais au niveau de la subvention, de ce que je comprenais tout à l'heure, c'est t'essayes de l'utiliser de manière irréprochable. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas dire qu'elle a été plus vers les salariés d'une certaine région, d'un certain site parmi les 50 qu'un autre. Même si c'est compliqué, on ne pourra jamais satisfaire 100% des salariés. Il y en a toujours qui ont peut-être ce prise de dire ils ont plus d'offres à tel endroit qu'à un autre endroit. Mais en tout cas, le budget, il est consacré à l'ensemble des salariés. Effectivement, là, par exemple, cette année, on propose des places sur des événements sportifs. Et c'est de l'achat-revente. Donc, effectivement, nous, à chaque fois qu'on propose, ça va être sur des événements où c'est dur à avoir une place. C'est comme je te l'ai dit tout à l'heure. Si je propose la patinoire... je sais pas, je vais prendre une ville, mais pour pas stigmatiser, de Rouen, si c'est facile à avoir une place, nous on n'a pas d'intérêt, surtout qu'on met pas de subvention, de le proposer aux salariés. Donc nous on va proposer, oui, ça va être sur les grands stades français, ça peut être sur Marseille, sur Lyon, ça va être des concerts dans ces gros stades parce que les artistes internationaux vont dans ces grosses salles ou ces gros stades, donc ça va plus être dans les grandes villes. Mais après, ça n'interdit pas. On a par exemple un salarié là qui vient sur un concert de Paris, qui vient de Normandie ou qui vient de Bretagne. Donc, oui, bien sûr, sur les grands concerts, les gens se déplacent aussi. Donc après, c'est pas forcément pour eux. C'est aussi de leur dire, on fait des ASC, mais ça peut profiter à leurs enfants. Donc c'est parce que bien souvent les concerts, c'est les ados, les enfants qui aiment bien aller aux événements. Moi, par exemple, quand j'étais plus jeune, j'allais à des concerts comme ça via des comités d'entreprise de gens de mon environnement. Et donc, je sais que ça plaît. Donc, c'est pour ça qu'on le propose.
Et donc pour les lieux plutôt un peu plus confidentiels, au niveau local, est-ce que tu as de la demande ou comment vous le gérez ? Alors, nous, on collecte les demandes, alors soit via les élus, soit via les RP. Effectivement, là, la billetterie sur les concerts, c'est vraiment récent. Ça fait un petit mois qu'on l'a lancé. Donc, sur la région où on va le lancer si on a de la demande. Donc, on va devoir avoir un travail de communication. Parce que là, on est en train de peut-être créer un livret à destination des salariés pour, on va, entre guillemets, recenser ce qu'on fait, notamment dans les actions sociales, mais ce qu'on fait au niveau du CSE, c'est-à-dire les différentes commissions, l'apport qu'on peut leur apporter, par exemple, à la commission au logement. On peut peut-être les aiguiller vers telle personne de l'entreprise qui va les accompagner pour faire leur demande de 1% logement ou autre. Donc, on est en train de mettre en place un livret et on va devoir travailler sur la communication pour dire que, notamment sur les ASC, sur les futurs besoins, n'hésitez pas à remonter. Alors, c'est vrai que le collaborateur, des fois, quand il remonte quelque chose et qu'il voit qu'on ne le met pas en place dans les 3 semaines, il se dit « Ah, ils n'ont même pas lu mon mail ». Mais nous, on le prend en compte, mais après, des fois, on ne peut pas forcément le mettre tout de suite en place. On essaye, on contacte les différents prestataires. Des fois, c'est oui, des fois, c'est non. Des fois, des prestataires, ils me disent nous, on fait notre chiffre d'affaires, on n'a pas besoin de se développer, entre guillemets, sur cette activité-là. Donc, quand c'est possible, on le met en place. Et quand c'est pas possible, c'est toujours pris en compte et on réactualise. On va pas réactualiser tous les 2 mois, mais chaque année, on réactualise les prestataires qui nous ont dit non, voir si eux ont évolué dans leur approche commerciale ou leur approche de distribution. Donc, c'est quoi, en résumé, les canaux de communication qui sont utilisés par le CSE pour valoriser son action, pour la détailler, la présenter ? Alors, nous, le CSE, on communique beaucoup via notre espace Apipal. Mm-hmm. Donc, alors on fait aussi on couple avec des mails @tous dans notre entreprise. Donc, mais souvent ce mail renvoie aux communications qu'on fait sur Apipal. Donc sur Apipal, ça va être la communication, ça va être la publication des procès-verbaux des comités d'entreprise ou des CSSCT. Ça va être les différents canaux qui peuvent nous contacter par mail ou par téléphone, les différents élus. On a notre espace sur l'intranet de l'entreprise sur lequel on a, entre guillemets, les grosses lignes. Qu'est-ce qu'un CSE ? Qu'est-ce qu'une organisation syndicale ? Quels sont les élus ? Quelles sont les commissions ? On a un organigramme pour que les salariés puissent, on va dire, visualiser, identifier les salariés qui sont élus, qui sont dans telle ou telle commission, pour pouvoir peut-être se rapprocher d'eux s'ils ont une problématique ou une thématique à aborder. Après, on a les tableaux d'affichage plus classiques qui ne sont pas forcément présents sur tous les sites, mais puis pas forcément consultés par tous les salariés, parce que des fois, on a un bâtiment, il y a 5-6 étages, mais c'est principalement un panneau sur lequel on met les informations. Ok, très clair. Sur la partie plus animation, jeu, tu en as parlé tout à l'heure. Donc ça, là-dessus, qu'est-ce que vous faites concrètement ? Alors, sur la partie animation-jeu, donc souvent, en début d'année, quand on vote le budget, on vote, on va dire, des axes de jeu. Donc, nous, le jeu phare chez nous, c'est le calendrier de l'Avent. Donc, les gens, ils attendent ce jeu chaque année, déjà parce qu'on met des lots à disposition physiques. Donc, forcément, nous, c'est un jeu, on va dire, dématérialisé. C'est un jeu... Le calendrier de l'Avent lui-même est en ligne, mais il y a des lots physiques à remporter, c'est ça ? Exactement. Okay. Donc, ça nous permet, quand on remet le lot, parce que le lot, on essaye de le remettre au maximum en main propre pour faire du lien. Après, des fois, quand c'est pas possible, soit il est envoyé par la poste ou retrait en magasin. Mais pour faire du lien, pour que le salarié dise « Ah, j'ai gagné ce lot, c'était à tel jeu », des fois, ça peut être pas forcément un gros lot. Ça peut être un jeu... Je sais que l'année dernière, par exemple, ils ont distribué un nouveau jeu de Uno que je connaissais pas, qui était plutôt sympa, j'ai regardé. Mais des fois, ça peut être des gros lots, ça peut être un vélo, ça peut être un... Je sais qu'il y a une salariée qui avait gagné un appareil photo et qui m'avait dit moi, maintenant, quand je pars en vacances, je fais des belles photos et à chaque fois, je pense au CSE parce que c'est grâce au CSE que je fais des photos, etc. Donc, il y a le calendrier de l'Avent, c'est un jeu phare. Après, on essaye... On fait beaucoup de jeux sportifs, malheureusement. Parce que nous, Pourquoi malheureusement ? Parce que nous, on est une entreprise, on a 80% de personnel féminin.
Et donc, on me dit à chaque fois, ouais, c'est toujours les jeux Mais sportifs. ça existe, le sport qui intéresse les femmes aussi. Oui, mais elles aimeraient bien qu'on fasse d'autres types de jeux. Donc, on essaye de développer d'autres types de jeux. Mais c'est pareil. Quand on met un jeu en place, on essaye toujours de se dire, est-ce que ça va concerner tout le monde? Est-ce que tout le monde va pouvoir jouer? Donc, peut-être qu'on fera un jeu un jour par région. Je sais pas encore. Mais enfin, il y a une idée en place. On essaie de trouver comment on peut mettre ça en place. Mais on fait des jeux... par exemple, ça, on a fait le calendrier, on a fait la Coupe du Monde de rugby, on fait la Coupe du Monde de foot. Cette année, là, 2026, je ne sais pas ce que les élus vont voter, mais j'imagine qu'à la Coupe du Monde de foot, je pense que ça va être un incontournable. On essaye de faire d'autres jeux. C'est vrai que le sport, c'est facile, on va dire, à mettre en place, parce que soit on a des prestataires, et puis c'est assez facile à... Il y a un peu cet espace de aussi compétition entre salariés. Ah, je suis devant toi. Ah, attention, moi, je vais avoir la PlayStation. Ça crée de l'émulation, même de l'échange, en fait. C'est un prétexte à l'échange. Sur un des jeux, on a fait... on a mis une coupe à gagner. C'était par région. Donc, la région qui avait le plus de points... en fait, c'était un jeu individuel. Mais on choisissait notre région. Et la région qui avait le plus de points gagnait une coupe. Donc, il y a une région, ils ont gagné une coupe. Donc là, pour le coup, le multisite, vous avez essayé d'en faire un avantage. Exactement. Pour avoir une mécanique ludique. Voilà. Il n'y avait pas de lot, on va dire, personnel à utiliser, mais c'était plutôt un lot, collectif. Voilà, collectif, symbolique. Ok. Et ça marche bien alors? Tu vois une grosse adhésion sur ces jeux-là? Ah oui, sur le calendrier de l'Avent, on est sur 75% ou 80% de la boîte qui joue. Ah oui, c'est énorme. Et sur les jeux événements, un petit peu moins. On doit tourner autour de 60-65%. Mais oui. Après, on met des lots en jeu, donc peut-être que les gens, ça les intéresse aussi de gagner. Mais du coup, ils doivent participer au jeu, ils doivent jouer, ils doivent suivre. Donc nous, on aime beaucoup. On essaye de mettre d'autres choses en place. On ne sait pas ce qu'on pourrait, par exemple, autour d'Halloween, etc. Mais du coup, ça demande une autre mécanique. Demander peut-être... à notre entreprise si les gens peuvent venir déguiser. Enfin, on essaye de réfléchir à d'autres choses, mais ça demande un peu plus de réflexion et peut-être que ça sera mis en place en 2026. Pour pas créer de différences, d'inéquité entre les régions. En revanche, vous avez des méthodes pour pouvoir sécuriser des places à tarif réduit ou même des places qui seraient inaccessibles autrement. C'est quoi ces méthodes-là, si tu dois partager tes tips? Alors nous, cette année, c'est récent, on a mis en place des abonnements sportifs sur diverses disciplines. Donc on a fait principalement rugby, football, basket. Donc on a contacté la majorité des clubs par région pour pouvoir prendre des abonnements et les proposer au match aux salariés. Donc nous, ça nous permet d'avoir un tarif, on va dire, annuel intéressant, et puis après de le proposer aux salariés encore sur chaque match à un tarif préférentiel. Donc alors malheureusement, on n'a pas pu prendre partout parce que soit certains partenaires ou prestataires ne nous ont pas répondu, ou soit le niveau d'engagement était trop important pour le CSE Acto. Donc, mais sur ceux où le minimum d'engagement était supportable, on a fait par exemple, on a fait le rugby, on a fait la Racing à Paris, alors que la région parisienne, normalement, c'est pas très axé sur le rugby, c'est plutôt sur le sud-ouest. Alors, on a contacté du club du sud-ouest, soit aussi leur capacité d'abonnement était déjà maximum, soit les prix par abonnement, on n'était pas sur la même catégorie de prix, ou soit le niveau d'engagement était très important, et malheureusement, on ne peut pas s'engager, en tout cas dans notre situation actuelle. Alors, c'est vrai que nous, notre contingent de salariés, on a 500 ou 600 collaborateurs sur la région parisienne. Peut-être que si j'avais 500 ou 600 collaborateurs sur la région du sud-ouest, peut-être que le niveau d'engagement qu'ils me demandent n'est pas énorme. Mais par rapport au nombre de salariés qu'on a, le CSE a trouvé que le niveau d'engagement était risqué. Donc, on n'a pas été. Donc, on propose le basket aussi à Paris et on propose du foot à Lille. Donc, pour l'instant, c'est des offres qui marchent plutôt bien, très demandeurs. Donc certains salariés, on a eu des retours. Pourquoi vous avez que tant d'abonnements et vous n'en avez pas plus? Parce qu'on a lancé, on ne savait pas, on a pris le minimum de risque. Par rapport aux inscriptions, aux demandes, peut-être que pour tel sport, on va se dire on a visé juste.
Peut-être que pour tel sport, on a dit on pourrait faire un peu plus, et peut-être que pour un autre, on pourrait dire ouais, là on est très en dessous de la demande, on va. Donc on continue à contacter. Ajuster. Voilà, on a contacté un club sur la région, on a contacté des clubs sur la région de Lyon. Les retours sont plutôt positifs. Après, on n'a pas encore forcément l'avis des salariés. Donc peut-être qu'on fera un sondage en début d'année pour dire, peut-être un sondage peut-être là par région pour dire quelle activité vous intéresserait. Parce que nous aussi, le but, il faut que si on prend l'abonnement, il faut qu'on s'assure de les revendre. On peut pas, vu qu'on ne subventionne pas, parce que si on ne le revend pas, c'est de la perte sèche pour le CSE et c'est pas acceptable de notre côté de perdre du budget pour les actions sociales. Juste pour bien que tout le monde comprenne, ceux qui ne sont pas familiers avec ça, donc l'abonnement, ce que tu appelles l'abonnement, c'est le CSE qui va payer le prestataire, donc par exemple le stade où se déroulent ces matchs de football à Lille, pour un quota de places à l'année et qui va les revendre sans subvention, mais à la découpe, aux salariés. Et cette revente à la découpe, elle a déjà des avantages en fait, en termes de tarifs et de disponibilité. Exactement. Du coup, nous on a déjà les places à l'année. Donc nous, après, quand on le propose aux salariés, effectivement, on propose. Donc nous, on découpe ça, on dit ça à l'événement, à un tarif globalement par rapport au tarif public sur une place de même catégorie, on est entre 50 et 60% du prix public. Donc forcément, le salarié, il a tout intérêt à passer par le CSE parce que déjà, il est sûr d'avoir des places si l'événement est dit rare ou compliqué à avoir. Et deuxièmement, il a un tarif qu'il n'aura pas à part s'il est abonné lui-même, mais bon, s'il est abonné, généralement, il ne s'inscrit pas. Il aura accès à des prix ultra préférentiels. Alors, on essaye de faire généralement 50%. Des fois, c'est au minimum, pour l'instant qu'on a fait, c'est entre 25 et 30%. Quoi qu'il arrive, s'il passe par nous, il y a 30% minimum par rapport au prix public ou par rapport au prix déjà remisé qu'on peut trouver sur Internet. C'est un service super intéressant pour les salariés. Alors, tu l'as dit, tu n'as pas forcément des abonnements sur des facilités sportives dans toutes les régions pour l'instant, mais en tout cas, c'est déjà un début de l'avoir sur plusieurs régions. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que ça n'implique pas de subvention et donc de budget ASC. Ça, c'est important dans une logique d'équité, mais c'est aussi important pour ceux qui nous écoutent et qui ont peut-être des budgets ASC encore plus contraints, peut-être plus faibles que ceux du CSE Acto, et qui se rendent compte qu'on peut faire des choses. Faire des choses qui marchent même sans subvention, juste par la capacité de mutualisation du CSE qui s'engage par exemple sur un abonnement sur tel stade et qui le revend à la découpe, et à la fin c'est du service qui est rendu par les élus, par les gestionnaires du CSE, mais il y a 0 centime dépensé, quoi. Exactement. Il y a que... Alors ça demande un petit travail d'organisation, c'est-à-dire un article, un tirage au sort, etc. Mais effectivement, en termes d'argent, ça ne demande pas d'argent. Parce qu'en fait, c'est comme si c'est une avance de trésorerie de la part du CSE et qui est collectée à chaque revente de billets. Donc effectivement, ça n'implique pas de budget. Donc un CSE qui n'aurait pas trop de budget, il pourrait quand même essayer de mettre des choses en place. Alors nous, on l'a fait sur des activités sportives parce qu'à date, on n'a pas de connaissance que ça existe ailleurs, mais peut-être qu'il existe des abonnements à l'opéra, au théâtre ou des choses comme ça. Alors, c'est des choses qu'on regarde, on essaye de regarder ce qui est faisable ou pas. Pour l'instant, on n'a pas trop vu, mais peut-être ça existe dans d'autres domaines d'activité sociale. Et si jamais il y a un prochain CSE super-héros on entend un tips, on ira creuser, on ira développer pourquoi pas le proposer à terme à nos collaborateurs. Et c'est complètement gagnant-gagnant. Finalement, puisque le CSE, lui, dépense pas, et en tout cas, du moment qu'il prend pas un risque qui est au-delà de ses capacités, qui compare sur des choses dont on sait qu'elles vont s'écouler, ou on a de la donnée, soit vous, parce que vous l'avez déjà fait historiquement, soit parce que dans la communauté CSE Super-Héros, vous partagez, comme tu as dit, les tips, et ce qui marche pas, etc. Finalement, on n'engage que la responsabilité du CSE, c'est la seule chose qui est engagée, et évidemment le temps que vous y mettez à sélectionner. Et ça, je trouve que c'est quelque chose dont on n'est pas forcément au courant. Alors effectivement, beaucoup de collaborateurs voient le comité d'entreprise comme les actions sociales, mais les conditions de travail sont très très importantes, voire plus importantes que les actions sociales qu'on peut mettre en place tout au long de l'année. C'est un bon rappel. Merci beaucoup, Gabriel. De rien, merci.